L'incendie a commencé comme tous les autres cet été caniculaire dans le sud de la France. Silencieux, bas, presque invisible dans le sous-bois sec, jusqu'à ce que le vent décide de le transformer en condamnation à mort. Pendant 3 jours, les flammes ont progressé à travers les collines près de la frontière espagnole, consumant des pins centenaires, des clairières oubliées et des sentiers qui ne figuraient plus sur aucune carte. Lorsque l'incendie fut finalement maîtrisé, il ne restait pas que des cendres, c'était une révélation. La première personne à s'en rendre compte fut Camille Durand, une journaliste d'investigation qui avait passé les 4 dernières années à tenter de maintenir vivante une question que tout le monde semblait avoir oubliée. Qu'est-il réellement arrivé aux 4 autochtones Téko disparus en 2019 ? Officiellement, ils étaient présentés comme des visiteurs culturels sud-américains participant à un échange environnemental. Ils avaient été invités par une organisation écologique française pour partager leurs connaissances en matière de préservation des forêts. Leurs noms étaient rarement mentionnés dans la presse. Leurs histoires étaient presque toujours ignorées. 4 hommes, une forêt européenne, une disparition sans laisser de traces. À l'époque, les autorités avaient classé l'affaire comme un possible accident. La région montagneuse était dangereuse, avait-elle déclaré. Ils auraient pu se perdre, tomber dans des ravins ou franchir la frontière sans être enregistrés. Mais Camille n'a jamais cru au mot « pourrait ». Elle se trouvait au journal local lorsque l'affaire a éclaté en 2019. Elle se souvenait parfaitement de la photo. 4 hommes à l'air serein, portant des colliers artisanaux, devant un paysage verdoyant qui contrastait avec la tension du titre. Ce qui la dérangeait le plus, c'était le manque d'urgence des articles. Comme si cette disparition n'était qu'un détail gênant, et non une tragédie humaine. L'antagoniste de cette histoire, à première vue, n'avait pas le visage d'un méchant. Il s'appelait Étienne Morel, directeur régional de l'association qui avait organisé l'échange. Toujours tiré à 4 épingles, doté d'une éloquence technique irréprochable, il était omniprésent lors des événements environnementaux télévisés. Il prônait le reboisement durable, la coopération internationale et le respect des cultures traditionnelles. C'est lui qui a reçu le Téko en France. C'est lui qui a prévenu la police lorsqu'ils ne sont pas revenus d'une randonnée guidée en forêt. Et c'est lui qui, quelques semaines plus tard, a déclaré lors d'une conférence de presse que tout laissait présager un accident imprévisible. Camille a remarqué des incohérences dès le départ, des horaires contradictoires, des sentiers mal décrits, des guides qui changeaient constamment de version sur l'itinéraire emprunté. Mais aucune preuve concrète n'a émergé. La forêt semblait avoir englouti toute trace. Avec le temps, l'attention des médias s'est détournée, d'autres scandales ont fait la une. L'association de Morel est restée active. De nouveaux projets ont été financés. La disparition est tombée dans l'oubli. Jusqu'à l'incendie. Une fois les flammes éteintes, les équipes d'inspection environnementale ont entrepris de cartographier la zone incendiée. Le sol mis à nu a révélé des traces auparavant dissimulées sous les racines et la végétation dense, des sentiers secondaires, certains trop récents pour figurer dans les anciens relevés. Un des pompiers a photographié quelque chose d'étrange, un sentier étroit, presque rectiligne, qui ne suivait pas la logique naturelle du terrain. Ce n'était ni une piste animale, ni un itinéraire touristique. C'était un acte délibéré. L'image parvint au service régional des forêts. De là, elle fut discrètement transmise à un groupe de chercheurs indépendants. Et, par une coïncidence que Camille qualifierait plus tard de destin, elle lui parvint. En zoomant sur la photo, son cœur s'emballa. La piste semblait mener exactement à l'endroit où, 4 ans plus tôt, le Téko avait été aperçu pour la dernière fois. Camille n'était pas guidée par des théories du complot, elle était guidée par des schémas. Et il y avait là un schéma brisé. Si le sentier existait avant l'incendie, pourquoi n'a-t-il jamais été répertorié? S'il a été ouvert plus tard, par qui? Et pourquoi cela a-t-il commencé si près du lieu exact de la disparition? Entre-temps, Étienne Morel a refait surface dans l'actualité en commentant les dégâts environnementaux causés par l'incendie. Il a plaidé pour une vigilance accrue
face aux incendies criminels et a proposé de nouveaux financements pour la restauration de la zone sinistrée, précisément celle où ses anciens hôtes avaient disparu. Cette coïncidence était troublante. Camille décida de retourner sur les lieux pour la première fois depuis 2019. La forêt était méconnaissable. Des troncs d'arbres noircis comme des squelettes, une odeur de fumée persistante, un silence pesant. Le spectacle de désolation avait quelque chose de brutalement authentique, comme si la nature avait été contrainte de dévoiler ce qu'elle avait toujours caché. Elle se rendit à l'endroit indiqué sur l'ancien rapport de police. C'est là que 4 hommes avaient été vus pour la dernière fois empruntant un sentier sûr, selon le guide. À quelques mètres de là, le nouveau tracé révélé par l'incendie commençait à se dessiner. Camille s'agenouilla et toucha le sol encore fragile. La terre semblait fraîchement remuée, même après les semaines de pluie qui avaient suivi l'incendie. De petits fragments métalliques brillaient parmi les cendres, ni naturels, ni anciens. Elle a tout photographié. Au loin, on entendit le vrombissement d'un moteur. Un véhicule officiel s'approchait lentement sur la route improvisée. Camille reconnut le logo de l'association de Morel, apposé sur la portière. Eux aussi étaient là. Le vent soufflait fort, soulevant des cendres qui lui piquaient les yeux. Un instant, Camille eut l'étrange impression que quelqu'un l'observait parmi les troncs d'arbres calcinés. La disparition du Teco n'avait jamais été une simple tragédie isolée. À présent, elle semblait annoncer quelque chose de plus grand, quelque chose que l'incendie, ironiquement, avait tenté de mettre en lumière. Le sentier secret n'était pas simplement un chemin tracé au sol, c'était une question ouverte. Et il est clair que quelqu'un ne souhaitait pas obtenir de réponse. La région touchée par l'incendie se situait à l'extrémité orientale des Pyrénées, où des villages de pierre subsistaient entre des pentes abruptes et des routes étroites. Là-bas, la forêt n'était pas qu'un simple paysage, elle était un moteur économique, identitaire et social. Les entreprises forestières se disputaient les concessions, les associations environnementales briguaient des subventions européennes, et les communautés locales dépendaient de projets durables pour survivre. C'est dans ce contexte que l'association dirigée par Étienne Morel a prospéré. Officiellement appelée Horizon Vert, l'organisation était devenue une référence nationale en matière de reboisement participatif. Elle bénéficiait de financements publics, de dons privés et de prix environnementaux. Ces rapports annuels étaient entièrement consacrés à des photographies d'arbres plantés et de communautés souriantes. Le peuple Teco avait été invité sous prétexte d'échanges culturels et techniques. D'après les documents promotionnels, il partagerait les méthodes traditionnelles de préservation des forêts et comparerait les pratiques amazoniennes aux enjeux européens. Mais en consultant d'anciens dossiers, Camille a été interpellée par un détail. Après la disparition, le projet lié au Teco avait été discrètement abandonné. Aucun compte rendu détaillé, aucun rapport public conclu. La forêt entourant les Pyrénées était surveillée par de multiples entités, gouvernement régional, ONG, entreprises privées. Cependant, une zone spécifique, précisément là où le Teco a disparu, était gérée directement par Horizon Vert, dans le cadre d'une concession expérimentale. Camille organisa une visite au village le plus proche, Saint-Armand-sur-Lac, une commune de moins de 1000 habitants, maisons basses, toits d'ardoise, fenêtres closes à la tombée de la nuit. Là-bas, l'incendie n'était pas seulement une catastrophe environnementale, c'était aussi une perte financière. Dans le petit café de la place centrale, les conversations s'interrompaient lorsqu'elle évoquait l'affaire de 2019. Ce n'était pas une hostilité ouverte, mais un silence prudent. Le premier à prendre la parole fut Luc Garnier, un ancien garde forestier qui travaillait comme entrepreneur pour Horizon Vert au moment de la disparition. « Ce secteur n'a jamais été une destination touristique », a-t-il déclaré, les yeux rivés sur sa tasse de café. C'était une zone technique. Seules les personnes autorisées pouvaient y entrer. Il a expliqué que le projet expérimental comprenait des essais de gestion des sols et un reboisement accéléré. Les camions circulaient de nuit,
a-t-il précisé, afin de ne pas perturber les sentiers principaux. « Et le Teco » demanda Camille. Luc hésita. Il n'avait pas l'air de touriste. Il posait trop de questions. La phrase restait en suspens. Parallèlement, Étienne Morel consolidait son image publique. À Paris, il participait au débat sur la reconstruction environnementale après l'incendie. Il plaidait pour la transparence, les audits et la collaboration internationale. Sa position était ferme et maîtrisée. Mais dans le village, les employés temporaires se souvenaient des consignes strictes, zones interdites, registres limités, communication centralisée. Camille a également retrouvé la trace de Claire Morel, la sœur d'Étienne, et gestionnaire financière de l'association. Discrète, elle apparaissait rarement dans les médias. Des documents publics ont révélé qu'elle gérait les contrats et les transferts de fonds. En comparant les dates, Camille a remarqué quelque chose d'étrange. Quelques semaines avant la disparition, on avait constaté une augmentation significative des investissements dans la zone expérimentale. Après la disparition du Teco, une partie de ces fonds a été réorientée vers les infrastructures d'urgence. Infrastructures pour quoi faire? L'incendie, 4 ans plus tard, avait révélé un élément matériel, la piste. Mais les documents laissaient entendre que quelque chose se tramait depuis longtemps. Camille retourna dans la forêt, cette fois accompagné d'un géographe indépendant, Malik Benchekroun. Il analysa des images satellites antérieures à l'incendie. « Cette trace n'est pas apparue de nulle part », a-t-il déclaré en agrandissant d'anciennes captures d'écran. « Regardez cette ombre linéaire, presque invisible sous la canopée mais constante. Le sentier existait déjà en 2019. Camille ressentit le poids de cette confirmation. Ce n'était pas une création récente après l'incendie, c'était un sentier dissimulé par une végétation dense, désormais révélée par les flammes. Malik a également souligné un détail plus inquiétant. Vers la fin du sentier se trouvait une zone de sol compactée, trop étendue pour une simple marche. On dirait un point de chargement, dit-il. Des véhicules, peut-être. Dans le village, de vieilles rumeurs ont refait surface. Certains habitants se souvenaient de bruits nocturnes étranges de cette époque. D'autres parlaient de lumières aperçues dans la forêt à des heures improbables. Mais personne n'avait rien signalé officiellement. La présence des Teco en France a pris une nouvelle dimension lorsque Camille s'est entretenue avec une anthropologue qui les avait accompagnés durant les premiers jours de l'échange. Selon elle, les autochtones ont exprimé leur inquiétude lors de leur visite de la zone expérimentale. Ils ont dit que le sol était malade, a-t-il rapporté. Ils ont utilisé ce mot. Ils ont dit que quelque chose n'était pas naturel là-bas. Peu après cette visite technique, ils ont disparu lors d'une visite guidée organisée par l'association elle-même. Étienne avait prétendu qu'il s'était perdu après avoir décidé d'explorer un autre chemin. Mais Camille savait maintenant que ce autre chemin était peut-être précisément le passage secret révélé par l'incendie. La différence entre protagoniste et antagoniste s'est précisée. Camille avançait en assemblant des fragments épars, tandis que Morel semblait avoir construit un récit clos dès le départ. Et ce n'était pas tout. Dans les documents financiers, Camille a découvert des contrats avec une entreprise de biotechnologie basée à Lyon. L'objet déclaré était vague, partenariat dans la recherche sur les sols et le reboisement adaptatif. Pourquoi une ONG environnementale engagerait-elle une entreprise de biotechnologie pour une zone expérimentale isolée? Lorsqu'il a tenté d'établir un contact officiel, la réponse a été superficielle et évasive. Dans la forêt calcinée, le sentier secret suivait une ligne presque droite avant de disparaître dans une dépression naturelle du terrain. Là, sous les cendres et les branches calcinées, des structures métalliques tordues commencèrent à apparaître, peut-être les vestiges de quelque chose de plus grand. L'incendie avait ravagé les arbres, mais il avait aussi supprimé la protection idéale pour toute activité clandestine. La question n'était plus seulement « où sont les Teco ?» La situation s'est inversée. Qu'ont-ils découvert dans cette forêt? Et pourquoi 4 hommes expérimentés en matière de protection de l'environnement disparaîtraient-ils juste après avoir identifié un problème avec le sol? La tension ne résidait plus seulement dans l'absence de corps ou de traces. Elle tenait à la convergence d'intérêts financiers, d'un territoire isolé et d'une piste qui n'aurait jamais dû être découverte.
Camille savait qu'elle franchissait une ligne invisible, et quelqu'un sûrement le savait aussi. Camille n'a rien publié immédiatement. Au lieu de cela, elle a fait le contraire de ce qu'on attendait d'une journaliste confrontée à une potentielle révélation explosive. Elle est restée silencieuse, elle a rassemblé des documents, elle a recoupé les dates, elle est retournée dans la forêt sans prévenir. Elle savait que si elle avait raison, toute action précipitée pourrait fermer des portes, voire pire. La piste secrète était devenue l'élément central de son enquête. Avec Malik, elle parcourut l'intégralité du trajet pour la première fois depuis l'incendie. Le sol était encore instable et une odeur de bois brûlé persistait. Le chemin était trop rectiligne pour avoir été improvisé. Par endroits, on distinguait des traces de balisage, comme si des machines avaient tracé la route. « Ce n'est pas fait pour les piétons », murmura Malik, « c'est fait pour le transport ». Au bout du sentier, la dépression naturelle révélait ce qui était auparavant dissimulé sous une végétation dense, une plateforme artificiellement nivelée. Le feu avait consumé ce qui restait de la structure principale, mais des supports métalliques tordus demeuraient visibles. Camille a photographié chaque détail. De retour à Saint-Armand-sur-Lac, elle a reçu un appel inattendu. Le numéro était inconnu. « Vous posez des questions dangereuses », dit la voix masculine, basse et maîtrisée. « Certaines histoires doivent rester dans le passé. » La communication a été coupée avant qu'elle puisse répondre. Ce n'était pas une menace explicite. C'était un avertissement. Pendant ce temps, Étienne Morel convoquait une conférence de presse régionale. Le sujet officiel, la reconstruction environnementale après l'incendie. Mais à la fin de la présentation, un journaliste local a évoqué le sentier nouvellement découvert. Morel n'a pas hésité. Après les grands incendies, de nombreuses formations illusoires apparaissent au sol. Il faut éviter de tirer des conclusions hâtives. Sa réponse était technique, presque didactique. Pourtant, pendant une seconde, Camille remarqua quelque chose d'inhabituel. Une légère hésitation avant la dernière phrase. Un calcul. Le lendemain, l'accès à la zone expérimentale a été temporairement restreint pour des raisons de sécurité structurelle. Coïncidence. Camille décida d'agir avant que le site ne soit définitivement isolé. Elle retourna sur la plateforme avec du matériel de fouille rudimentaire. Il ne s'agissait pas d'archéologie formelle, mais d'une situation d'urgence. Sous une fine couche de cendres compactées, il découvrit des fragments de plastique fondu, des câbles partiellement carbonisés et une plaque de métal déformée. Malik nettoya soigneusement la surface. Il existait une numérotation industrielle. Il ne s'agissait pas d'une simple infrastructure de reboisement. Quelques heures plus tard, 2 véhicules d'horizon vert sont arrivés au point de départ du sentier. Les autorités ont affirmé que la zone était bouclée. « Depuis quand ?» demanda Camille. « Depuis ce matin, la décision a été prise trop rapidement. Le conflit a cessé d'être purement journalistique. Il est devenu physique et territorial. D'un côté, un journaliste tentant de recueillir des preuves avant qu'elles ne disparaissent à nouveau. De l'autre, une organisation disposant de ressources, d'influence et d'un contrôle administratif sur la zone. Le soir même, Camille a reçu des fichiers anonymes par courriel. Aucun texte explicatif, juste des documents numérisés. Il s'agissait de rapports internes de l'association, datant de plusieurs semaines avant la disparition des arbres Teco. Il mentionnait une instabilité du sol et la nécessité de confinement. Cependant, l'un de ces rapports était accompagné d'un avis technique externe recommandant la suspension immédiate des activités en raison du risque de contamination chimique. Contamination. Camille sentit son estomac se nouer. Si le sol était contaminé, quels étaient exactement les tests effectués, et les TECO, experts en lectures environnementales traditionnelles, auraient-ils pu identifier des signes de cette contamination? Le lendemain, elle a de nouveau confronté Luc Garnier. « Connaissez-vous les tests chimiques ?» Il a mis un certain temps à répondre. « J'ai entendu parler de quelque chose d'expérimental. Il disait que c'était un engrais de pointe. Mais il y avait des camions scellés. Ce n'était pas du bois. »
Ce n'étaient pas des jeunes arbres. Luc a également révélé un élément nouveau. Le jour de la disparition, la randonnée prévue ne passait pas par la zone expérimentale. L'itinéraire officiel était différent. « Alors pourquoi y es-tu allé ?» insista Camille. « Parce que quelqu'un les a pris. » Cette déclaration a transformé la suspicion en une possibilité concrète. Parallèlement, la Société de biotechnologie lyonnaise a publié un communiqué officiel niant toute malversation. Elle a affirmé que le partenariat se limitait à des analyses de laboratoire à distance, mais les images satellites analysées par Malik ont montré un trafic routier important dans la zone les jours précédant la disparition. Les tensions montaient sur plusieurs fronts. L'association a restreint l'accès au site. Des documents indiquaient une possible contamination. Un ancien employé a confirmé que l'itinéraire avait été modifié. La piste laissait présager un transport délibéré. Camille commençait à ressentir le poids personnel du conflit. Son appartement à Toulouse avait été cambriolé. Rien de valeur n'avait été volé, seulement des tiroirs fouillés. Son ordinateur principal était intact, mais une clé USB contenant des copies de photos prises sur le sentier avait disparu. Message clair. En réaction, elle a fait ce qu'elle savait faire de mieux, diffuser l'information. Elle a envoyé des copies numériques à des collègues de confiance dans différentes villes. Si un incident survenait, l'histoire ne disparaîtrait pas avec elle. Le conflit comportait désormais de multiples dimensions, environnementales, financières, politiques et personnelles. Une autre révélation est apparue lorsque Malik a analysé les résidus prélevés sur la plateforme. Il ne s'agissait pas d'un laboratoire officiel, mais des tests préliminaires ont indiqué la présence de composés synthétiques inhabituels dans les projets forestiers traditionnels. « Ce n'est pas simplement de l'engrais », a-t-il déclaré. On dirait du matériel de recherche génétique. Si le peuple Téko avait constaté une manipulation artificielle du sol, chose qui contredisait les principes traditionnels d'équilibre naturel, il aurait pu confronter les responsables. Et dans ce contexte isolé, les affrontements auraient pu dégénérer rapidement. Camille retourna dans la forêt au crépuscule, ignorant les panneaux d'interdiction. Le silence y était différent désormais. Ce n'était plus seulement le silence d'après-incendie, c'était un silence chargé d'attente. Au bout du sentier, il remarqua quelque chose qui lui était passé inaperçu jusque-là. Des marques parallèles dans le sol durci, comme des traces improvisées. Elles ne menaient pas seulement à la plateforme, elles se prolongeaient au-delà, descendant à travers un passage caché parmi les rochers. La piste secrète se poursuivait, et cela signifiait que la plateforme n'était pas la destination finale. C'était un point de transition. Camille s'est rendu compte que la disparition du Téko n'était peut-être pas uniquement liée à la contamination environnementale. Peut-être ont-ils découvert quelque chose qu'il fallait déplacer, transporter. Escondi d'eau. Et la forêt, pendant 4 ans, garda le secret sous ses racines et dans son ombre, jusqu'à ce que le feu décide de raconter une autre histoire. La suite du sentier n'apparaissait ni sur les cartes, ni dans les rapports de l'association, ni dans les archives du gouvernement régional. Elle suivait un tronçon plus escarpé des Pyrénées, serpentant entre des rochers noircis jusqu'à disparaître dans une zone qui, curieusement, avait été moins touchée par l'incendie, comme si le feu s'était arrêté avant de tout révéler. Camille décida de diviser son enquête en 3 axes parallèles. Si le conflit principal consistait à découvrir ce qui était arrivé au Téko, les intrigues secondaires gravitaient désormais autour de cette question, en augmentant la complexité. La première impliquait une entreprise de biotechnologie lyonnaise. Malik a eu accès à une base de données européenne de brevets préliminaires. Parmi les dépôts récents, un projet se distinguait, le développement de micro-organismes synthétiques pour accélérer la croissance des plantes dans des sols dégradés. Ce projet était lié à des essais en plein champ dans des conditions environnementales isolées. La description géographique correspondait à la zone de la concession expérimentale Horizon Vert. Si l'association testait des organismes génétiquement modifiés en plein air, sans divulgation publique,
Le scandale pourrait dépasser le cadre environnemental et devenir une affaire juridique. La seconde intrigue secondaire se déroulait au sein même du village de Saint-Armand-sur-Lac. Camille a découvert que, dans les mois précédant la disparition, des riverains s'étaient opposés à l'extension de la zone expérimentale. Un petit groupe avait déposé une plainte officielle auprès du département régional, invoquant une pénurie d'eau. La plainte a été rejetée. La responsable informelle de ce groupe était Jeanne Delatour, une enseignante retraitée. Elle a révélé que les TECO avaient participé à une réunion communautaire quelques jours avant leur disparition. « Ils ont écouté attentivement », a dit Jeanne. « Et puis ils ont dit quelque chose qui m'a frappé. Ils ont dit que la forêt était forcée de croître trop vite. » L'expression semblait métaphorique. Mais à la lumière de possibles recherches génétiques, elle a pris une nouvelle dimension. La troisième intrigue secondaire était plus intime et plus dangereuse. Claire Morel, la sœur d'Étienne, a demandé un entretien privé avec Camille. Le lieu choisi était discret, une petite chapelle abandonnée à la périphérie du village. Claire n'a pas nié avoir des contrats avec la société de biotechnologie. Cependant, elle a nié toute activité illégale. Ce projet visait à accélérer la reconstruction après l'incendie, a-t-il déclaré. Rien de plus. Mais son regard trahissait une tension contenue. Lorsque Camille a évoqué le rapport technique recommandant la suspension en raison du risque de contamination, Claire est restée silencieuse pendant plusieurs longues secondes. C'était une exagération, a-t-il finalement répondu. Les scientifiques sont toujours en désaccord. Cependant, avant de partir, Claire a laissé tomber quelque chose de trop intentionnel pour être un accident. Une clé USB sur le banc en bois. À l'intérieur se trouvaient des documents internes non divulgués. Des rapports indiquaient que plusieurs semaines avant la disparition, une fuite incontrôlée d'organismes expérimentaux s'était produite dans la zone de test. Organismes ayant modifié la composition chimique du sol, organisation non encore agréée par les organismes de réglementation. Si les habitants de TECO avaient détecté cette modification et exprimé l'intention de la signaler au niveau international, ils auraient pu constituer une menace directe pour le projet. Mais la complexité a augmenté. Parmi les documents figuraient également des traces de désaccords internes. Un ingénieur environnemental de l'association, Mathieu Renaud, avait envoyé des courriels alertant sur les risques éthiques et juridiques. Quelques jours plus tard, il a démissionné. Camille a tenté de le retrouver. Elle a découvert qu'il avait déménagé à Marseille peu après la disparition de TECO et qu'il évitait les interviews depuis lors. En poursuivant notre chemin, nous avons découvert un nouvel élément, des traces de pneus partiellement conservés sous des rochers saillants. Il ne s'agissait pas de pneus de véhicules ordinaires, mais de larges pneus industriels. Le sentier menait à une route secondaire peu fréquentée, reliée à un ancien tunnel ferroviaire, hors service depuis les années 1980. Le tunnel n'était pas concédé à Horizon Vert. C'était sous juridiction municipale. Camille comprit que le conflit dépassait le cadre de l'ONG et de l'entreprise de biotechnologie. Une collusion entre les administrations locales était possible. L'utilisation d'infrastructures abandonnées indiquait une planification logistique. Les intrigues secondaires sont désormais entremêlées. Tests génétiques en pleine terre. Fuite incontrôlée. La résistance de la communauté a été ignorée. Ingénieurs dissidents. Infrastructures de transport cachées. Et au cœur de tout cela, 4 hommes qui ont compris quelque chose avant tout le monde. La pression du temps s'accentuait. Suite à la conférence de presse d'Étienne Morel, le gouvernement régional annonçait un audit environnemental officiel, ironiquement réalisé avec le concours de Horizon Vert, maîtrise du récit. Camille savait que dès le début des audits officiels, des zones pourraient être régularisées, des preuves effacées sous couvert de dépollution environnementale. Elle aurait dû agir plus tôt. Il décida de visiter le tunnel ferroviaire. L'entrée était partiellement obstruée par la végétation et des débris anciens. Cependant, des marques récentes au sol indiquaient une activité postérieure à l'abandon officiel des lieux. À l'intérieur, l'air était humide et lourd.
La lumière de fin d'après-midi ne pénétrait que sur quelques mètres. Plus loin, l'obscurité totale. Au sol, quelque chose fit s'arrêter brusquement Camille. Des fragments de tissu partiellement conservés, coincés entre des pierres. Ce n'était pas un uniforme industriel. C'était un tissu artisanal, à motif géométrique traditionnel. Elle l'a photographié et l'a soigneusement récupéré. La disparition n'était plus seulement un soupçon de dissimulation environnementale. C'est devenu un crime potentiel. Mais la plus grande complexité résidait dans la motivation. Si la fuite d'organismes expérimentaux était révélée au niveau international, les financements européens pourraient être suspendus. Des amendes de plusieurs millions de dollars pourraient être infligées. Des carrières pourraient être brisées. 4 visiteurs étrangers, prêts à signaler des irrégularités, représentaient un risque incalculable. La question n'était plus simplement « que s'est-il passé ?» La question était « jusqu'où était-il prêt à aller pour protéger le projet ?» Lorsque Camille sortit du tunnel, elle aperçut 2 voitures garées à une certaine distance. Des hommes parlaient à voix basse. Elle n'a pas attendu qu'on l'aborde. La recherche, autrefois une entreprise intellectuelle, était devenue une course contre la montre. Les intrigues secondaires étaient reliées au noyau central. Et chaque nouveau détail rendait la disparition du Teco moins accidentelle et plus délibérée. Camille n'est pas rentrée directement chez elle ce soir-là. Il se rendit alors dans une petite auberge, près de Saint-Armand-sur-Lac, et envoya des copies cryptées de tous les documents recueillis. Photos du sentier, relevés financiers, rapports de fuite, images du tunnel, à 3 contacts différents à Paris et Toulouse. Ainsi, en cas de problème, les informations seraient préservées. Mais le véritable tournant ne venait pas de la forêt. Cela venait de Mathieu Renaud. Après plusieurs jours d'efforts, il a finalement répondu à un court message envoyé par Camille. Il savait. Le rendez-vous avait été fixé à Marseille, loin des Pyrénées. Mathieu paraissait plus vieux que son âge ne le laissait paraître, non pas à cause de son âge, mais à cause de la tension accumulée. Il ne la salua pas formellement. Il alla droit au but. « Ils ne se sont pas perdus », a-t-il déclaré avant même de s'asseoir. Il a confirmé l'existence de tests génétiques. Des micro-organismes ont été développés pour accélérer la croissance de certaines espèces, les rendant ainsi plus résistantes au feu et à la sécheresse. Le projet promet de révolutionner les politiques environnementales et d'attirer les investissements internationaux. Mais il y avait un problème. Lors des premiers essais, les organismes ont commencé à se propager au-delà de la zone désignée. Ils ont modifié le pH du sol, affecté les champignons indigènes et perturbé l'équilibre microbien de la forêt. Il était instable, expliqua Mathieu. Il n'était pas prêt à être utilisé en plein champ. Selon lui, le peuple Teco a été invité à légitimer le projet en se réclamant du savoir traditionnel. Cependant, lors d'une visite technique, ils ont constaté des anomalies dans la végétation et la composition du sol. Ils ont demandé l'accès au rapport complet. Ils ne l'ont pas reçu. Le lendemain, ils ont insisté. Puis vint la réunion interne, qui allait tout changer. Mathieu était absent, mais il a constaté les conséquences. Après la réunion, Étienne Morel a réuni une petite équipe et a ordonné la suspension temporaire des visites extérieures sur le site expérimental. 2 jours plus tard, le Teco a disparu. Camille écouta en silence, mais le véritable choc allait suivre. « Il y a eu un accident cet après-midi-là », dit Mathieu à voix basse. « Une fuite plus importante que la dernière. » Il a révélé que, le jour de la visite guidée, un conteneur souterrain improvisé avait subi une défaillance structurelle. Une partie du matériel expérimental s'était alors répandue dans le sol. Les Teco étaient à proximité. Ils ont tenté de déposer une plainte auprès de la police. Il y a eu une confrontation. Pas physiquement dans un premier temps, mais verbalement. Ils ont menacé de le signaler à l'international. Le projet serait abandonné. L'association serait poursuivie en justice. Le financement serait gelé. Étienne a paniqué, a déclaré Mathieu. Il croyait sauver des forêts. Il ne pouvait pas accepter que la méthode soit mauvaise.
Le tournant n'a pas été uniquement la découverte scientifique. Tout était une question de motivation. Étienne ne se considérait pas comme un méchant, il se considérait comme un visionnaire incompris. Selon Mathieu, après la confrontation, la décision a été prise sous prétexte de contenir une crise temporaire. Le TECO serait emmené pour discuter dans un lieu privé jusqu'à ce que la situation soit stabilisée. Ce sentier secret était une voie logistique utilisée pour transporter du matériel. Et ce jour-là, des personnes. Camille ressentit le poids de cette révélation. Était-il vivant lorsqu'ils ont quitté la clairière, demanda-t-il. Mathieu hésita. Oui. Le silence qui suivit fut dévastateur. Mais le tournant décisif est survenu avec les dernières informations. L'incendie de cet été-là n'était pas un accident. Des rapports internes ont indiqué que les premières épidémies ont débuté précisément dans la zone expérimentale, en plusieurs points, presque simultanément. L'objectif était d'éliminer toute trace visible de contamination, a déclaré Mathieu, et toute structure restante. L'incendie, qui semblait être une catastrophe naturelle aggravée par les conditions météorologiques, pourrait en réalité avoir été un acte délibéré visant à effacer toute trace 4 ans plus tard. Camille comprit que l'histoire prenait une tournure radicale. Auparavant, il enquêtait sur une disparition possiblement liée à une dissimulation environnementale. Il risquait désormais d'être accusé d'un crime environnemental d'envergure internationale, d'emprisonnement illégal et peut-être même d'homicide. Mais le test final manquait encore. Mathieu lui a remis un dossier qu'il avait gardé caché depuis 2019. Un enregistrement audio partiel, capturé accidentellement par son téléphone portable lors de la réunion interne qui a suivi la confrontation. La qualité était inégale. Les voix se chevauchaient. Mais une phrase était claire. À voix de Étienne. Si cela est découvert, tout le projet est voué à l'échec. Nous devons régler ce problème avant leur départ. La sentence ne prouve pas le meurtre. Mais cela a détruit la version officielle d'un accident survenu en forêt. L'antagoniste n'était plus seulement un manager négligent. Il est devenu une figure centrale dans la prise de décision cruciale. De retour dans les Pyrénées, Camille constata que la zone du tunnel ferroviaire était désormais entourée de rubans de signalisation municipale. Officiellement, il s'agissait d'une inspection préventive des infrastructures. Officiellement. Le rythme s'accélérait. L'audit environnemental débuterait dans quelques jours. Les équipes techniques auraient un accès complet à la zone, sous la supervision de l'association elle-même. Si quelque chose était encore caché dans le tunnel, cela pourrait disparaître à jamais. Camille a décidé de ne pas attendre les procédures officielles. Cette nuit-là, il retournerait dans le tunnel avec l'équipement approprié et diffuserait en direct sur plusieurs plateformes indépendantes. La disparition du TECO ne serait plus un événement oublié. S'il y avait quelque chose à l'intérieur, le monde le verrait. Le point de basculement était atteint. L'incendie a révélé bien plus qu'une simple trace physique. Il a révélé son intention. Et maintenant, pour la première fois en 4 ans, le contrôle du récit échappait aux mains d'Étienne Morel. Camille n'a pas annoncé la diffusion à l'avance. À 23h17, une retransmission en direct et silencieuse a débuté, la caméra pointée vers l'entrée du tunnel ferroviaire abandonné. Pas d'introduction spectaculaire, pas de longues explications, juste le lieu. La date et un bref contexte. L'audience était initialement modeste, quelques centaines de personnes. En quelques minutes, elle était devenue importante, se chiffrant en milliers. La piste secrète circulait sur des forums indépendants depuis la fuite initiale des images. Le nom de TECO commençait à refaire surface sur les réseaux sociaux. L'incendie récent était encore vif dans les mémoires. À l'intérieur du tunnel, la connexion était fluctuante, mais restait active. Camille marchait lentement, une lampe fixée à son casque de fortune. L'appareil photo a capturé des murs humides, des traces de frottements récentes sur le sol et de vieilles rambardes partiellement démontées. À chaque pas, le silence semblait plus lourd.
À une quarantaine de mètres plus loin, il découvrit quelque chose qui changea l'atmosphère de la retransmission, une structure métallique encastrée dans la paroi du tunnel, partiellement dissimulée par des panneaux de contreplaqué brûlés. Ce n'était pas un élément d'origine de la voie ferrée, c'était récent. Elle a enlevé une des assiettes. Derrière, une porte industrielle en acier dont le système de verrouillage électronique avait fondu sous l'effet de la chaleur de l'incendie. Le feu n'avait pas complètement atteint cette zone, mais les dégâts étaient suffisants pour compromettre l'étanchéité. L'audience du flux en direct a explosé. Camille a rapproché la caméra. Si c'est bien ça, ce n'était jamais qu'une simple forêt, dit-il en contrôlant sa respiration. Non sans mal, il parvint à entr'ouvrir la porte. L'intérieur révéla un espace souterrain improvisé, des murs recouverts d'isolants thermiques, des fils électriques dénudés et les restes de matériel scientifique brûlés à la hâte. Ce n'était pas un laboratoire officiel, c'était une installation clandestine. La diffusion a commencé à devenir virale en temps réel. Les commentaires ont afflué. Des journalistes des principaux médias ont commencé à partager le lien. Des écologistes, des avocats, des politiciens. Camille s'avança. Au sol, des boîtes métalliques scellées, certaines ouvertes. Des étiquettes partiellement visibles, portant des codes correspondant aux enregistrements de brevets identifiés par Malik. Et puis, quelque chose d'inattendu. Au fond de la pièce souterraine, il y avait une deuxième porte, plus petite. Contrairement à la première, celle-ci semblait avoir été fermée à la hâte. Aucun système électronique, juste une serrure mécanique improvisée. Camille hésita un instant, non par peur, mais à cause du poids de ce qu'elle pourrait découvrir. Il l'a forcée. La porte a cédé. L'espace intérieur était réduit, presque comme une chambre isolée. L'air y était lourd. On y trouvait des traces de contention, des chaînes fixées au mur, des récipients en plastique, des lambeaux de tissu. Parmi les tissus, des motifs géométriques familiers. Le chat du flux en direct a explosé. Camille n'avait rien besoin de dire. La preuve était visuelle. Il ne s'agissait pas de sentiers perdus. Ce n'était pas un accident. Il y avait un goulot d'étranglement. Avant qu'il ne puisse poursuivre son exploration, des bruits se firent entendre à l'extérieur du tunnel. Des véhicules, des portes qui claquaient. La connexion a commencé à dysfonctionner. Des voix lui criaient de quitter les lieux immédiatement. Employés municipaux, policiers, représentants d'associations, difficile à dire dans ce chaos. Camille a maintenu la caméra pointée à l'intérieur de la chambre autant que possible. Cela doit faire l'objet d'une enquête menée par des autorités indépendantes, a-t-il déclaré, et non par ceux qui gèrent la concession. La transmission s'est coupée quelques secondes plus tard, mais il était trop tard pour l'arrêter. Des extraits de la diffusion en direct étaient repris sur de nombreuses plateformes. Des captures d'écran circulaient dans la presse en ligne. Le nom TECO est devenu un sujet de conversation internationale. Le lendemain matin, le gouvernement régional a annoncé l'ouverture d'une enquête pénale formelle, désormais placée sous contrôle national. La concession Horizon Vert a été suspendue provisoirement. Étienne Morel a comparu dans une déclaration urgente. Il a nié toute détention illégale. Il a affirmé que l'installation souterraine était un abri de sécurité technique, créé après des tests environnementaux initiaux. Mais sa position avait changé. Ce n'était plus un cours magistral. C'était une défense. Claire Morel a été convoquée pour fournir des explications financières. L'entreprise de biotechnologie lyonnaise a annoncé un audit interne et suspendu temporairement les opérations liées au projet. Luc Garnier a été convoqué pour témoigner officiellement. Jeanne Delatour a accordé une interview nationale, réitérant des avertissements qui avaient été ignorés des années auparavant. Mathieu Renaud a confirmé au parquet la fuite expérimentale et la confrontation avec le TECO. Les conséquences se sont rapidement multipliées. L'enquête environnementale s'est transformée en enquête criminelle. Suspension des financements européens. Des audits indépendants demandés par les parlementaires. Des organisations autochtones internationales exigent des éclaircissements. Mais la réaction la plus forte est venue du public.
L'émission quotidienne était devenue un symbole de la contestation citoyenne. L'image de la porte en acier du tunnel a fait la une des journaux internationaux en ligne. La disparition de 4 hommes, auparavant considérés comme un accident isolé, est désormais envisagée comme un cas possible de détention forcée lié à une expérience environnementale clandestine. Et pourtant, une question restait sans réponse. Où étaient les TECO? La caméra a indiqué un confinement temporaire, mais il n'y avait pas de corps. S'ils ont été gardés là, où ont-ils été emmenés ensuite? Les conséquences juridiques s'aggravaient. Mais la vérité ultime restait encore incomplète. Cette nuit-là, Camille a reçu un court message d'un numéro inconnu. Vous avez ouvert la première porte. La seconde est encore fermée. Il n'y avait pas de signature. La recherche n'était plus seulement une exposition publique. La recherche de survivants ou de réponses définitives est devenue urgente. Le feu avait révélé une piste. La piste a révélé l'installation. L'installation a révélé une rétention. Mais le sort final du TECO restait un mystère. Et maintenant, le monde entier regardait. Le message anonyme hantait Camille. Vous avez ouvert la première porte. La seconde est encore fermée. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas cherché à le retrouver immédiatement. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait de toute l'enquête. Elle s'est arrêtée pendant 12 heures. Il dormait. Non pas par épuisement physique, mais pour réorganiser la stratégie. Jusque-là, son instinct l'avait toujours poussé à aller de l'avant, à creuser, à affronter, à dénoncer. Mais désormais, il y avait l'attention internationale, une enquête officielle et une possible ingérence institutionnelle. Un seul faux pas pourrait compromettre la procédure judiciaire. Pour surmonter ce moment, il fallait abandonner la position solitaire d'un journaliste obstiné et adopter un rôle plus stratégique. Elle a constitué une équipe. Malik était chargé de consolider toutes les analyses géospatiales et les données de suivi. Mathieu, qui collabore désormais officiellement avec le parquet, a établi une chronologie technique des expériences. Jeanne a contribué à mobiliser les organisations de la société civile et les représentants autochtones internationaux afin de réclamer un contrôle externe. Camille a cessé de jouer seule. Ce changement ne fut ni immédiat ni facile. Pendant 4 ans, l'affaire avait été presque personnelle, une question ignorée qu'elle refusait d'abandonner. Désormais, elle était devenue une cause collective. Son évolution ne reposait pas sur des discours émotionnels, mais sur des décisions concrètes, partager le pouvoir, se répartir la vedette, construire un réseau de protection mutuelle. Entre-temps, le parquet national a officiellement repris l'enquête, dessaisissant les autorités locales de toute responsabilité. La zone du tunnel a été bouclée par une équipe médico-légale indépendante, mais l'incendie a compliqué l'enquête. De nombreuses preuves ont été compromises. C'est alors qu'un nouveau défi est apparu. L'analyse préliminaire de la chambre souterraine a indiqué que le site avait été utilisé pendant une courte période. Quelques jours, peut-être quelques semaines, pas des années. Si les TECO étaient présents, ils ne restaient pas longtemps. La seconde porte, mentionnée dans le message anonyme, devait être interprétée différemment. Camille a revu toutes les images du sentier, agrandissement, angle de vue, marquage au sol. C'est Malik qui a remarqué ce détail négligé. Le sentier ne s'arrête pas là après le tunnel, a-t-il dit. Il continue jusqu'à l'ancien lit de la rivière, maintenant asséché, 2 kilomètres plus au nord. Le lit de la rivière avait été considéré jusque-là comme non pertinent, car il se situait en dehors de la zone de concession directe de l'association. Mais un nouveau facteur est entré en jeu. L'incendie avait modifié le cours de surface de petits affluents, exposant des structures qui étaient auparavant submergées. Camille s'est rendue sur place cette fois-ci avec une autorisation officielle. Parmi les pierres noircies, on pouvait apercevoir les vestiges d'une fondation en béton. Ce n'était pas un laboratoire, c'était l'accès.
Une analyse plus approfondie a permis d'identifier une entrée scellée menant à une ancienne galerie souterraine, possiblement liée à des tunnels miniers abandonnés du XIXe siècle, fréquents dans la région des Pyrénées. L'association n'avait jamais fait de déclaration en utilisant cette structure, mais des traces de fouilles récentes indiquent une activité contemporaine. Le défi n'était plus seulement émotionnel ou stratégique, c'était un intellectuel. Camille commença à envisager des explications qui dépassaient les apparences. Si le projet expérimental impliquait des organismes génétiquement modifiés instables et qu'une fuite importante s'était produite le jour de la confrontation avec les Téco, peut-être que le but n'était pas seulement de faire taire les témoins, peut-être était-ce pour contenir quelque chose qui avait échappé à tout contrôle. Mathieu a confirmé qu'après la deuxième fuite, il y a eu une panique interne. La croissance des échantillons était imprévisible, a-t-il admis. Il ne s'agissait pas seulement de fertilisation, mais d'une colonisation agressive. Si des organismes synthétiques venaient à se propager au-delà de la zone expérimentale, ils pourraient contaminer les eaux souterraines et les écosystèmes voisins. Le peuple Téco, fort de sa connaissance approfondie de l'équilibre environnemental, a peut-être perçu le risque réel avant même les ingénieurs. Camille a réuni des experts indépendants en microbiologie environnementale. Les échantillons prélevés après l'incendie ont révélé la présence résiduelle de séquences génétiques artificielles encore actives dans certaines zones du sol. L'expérience n'avait pas été détruite par l'incendie, il a persisté. Pour surmonter ce conflit, il fallait désormais changer le discours public. Il ne s'agissait pas simplement d'une disparition, il s'agissait d'un risque écologique permanent. Camille a organisé une conférence de presse conjointe avec des représentants autochtones internationaux et des scientifiques indépendants. Elle n'a accusé personne formellement à ce moment-là. Elle a présenté des données, une chronologie et des preuves. Sa transformation était évidente. Auparavant, il les avait confrontés individuellement. À présent, il était en train de constituer des coalitions. Entre-temps, Étienne Morel subissait des interrogatoires successifs. Son image publique se dégradait rapidement, mais il maintenait une position constante. Il niait toute intention criminelle. « Nous essayons de sauver la forêt », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. Cette phrase, qui paraissait auparavant idéaliste, véhiculait désormais une ambiguïté dangereuse. Camille y réfléchissait en réécoutant d'anciens enregistrements. Étienne croyait sincèrement au projet. Sa motivation initiale n'était peut-être pas le profit, mais plutôt l'ambition scientifique et la reconnaissance. La progression de Camille résidait aussi dans sa capacité à reconnaître la complexité. Les méchants se perçoivent rarement comme des méchants, mais les bonnes intentions n'annulent pas les conséquences. La galerie souterraine aménagée dans le lit du fleuve a finalement été ouverte sous contrôle judiciaire. À l'intérieur, des équipements de confinement et de stockage supplémentaires ont été découverts, bien plus sophistiqués que l'installation située dans le tunnel ferroviaire. Et là, enfin, des signes évidents d'une présence humaine prolongée, des récipients d'eau, des emballages alimentaires datés de 2019 et des inscriptions sur les murs, inscriptions en langue Téco. Ce n'étaient pas des appels à l'aide, c'étaient des disques. Marqueur de compteur de jours. Le peuple Téco a vécu là pendant une période considérable après sa disparition officielle. La réflexion de Camille a abouti à une décision cruciale. Ne pas publier immédiatement les inscriptions avant que les traducteurs officiels n'en aient confirmé le contenu. L'urgence de devenir virale ne devait pas compromettre le processus. Elle avait appris. Pour y parvenir, il ne s'agissait pas seulement de continuer à se battre. Il s'agissait de savoir quand se retenir. L'enquête approchait désormais de son point décisif. Découvrir comment, quand et pourquoi les Téco avaient quitté cette galerie et s'ils en étaient sortis vivants. La deuxième porte était ouverte, mais la réponse finale se faisait toujours attendre. Le tunnel souterrain situé sous l'ancien lit de la rivière a été isolé par des experts fédéraux. Cette fois-ci, il n'y avait ni contrôle municipal, ni influence de la concession expérimentale. L'enquête n'était plus régionale.
Les inscriptions murales devinrent une priorité absolue. Des traducteurs spécialisés en langues indigènes d'Amérique du Sud ont été dépêchés en urgence. Des représentants diplomatiques ont suivi le processus. La présence internationale a empêché toute tentative d'étouffement de l'affaire. Camille observait l'analyse à distance, sans caméra, sans retransmission en direct. Elle avait compris que certains moments exigeaient de la précision, et non du spectacle. Le processus d'inscription n'était pas désorganisé, il était systématique. Des graduations verticales indiquaient les jours. À côté, des symboles indiquaient les observations environnementales, taux d'humidité, odeur et présence de substances étrangères dans l'air. Même confinés, les habitants de Teco continuaient d'enregistrer. L'une des phrases traduites a complètement changé le cours de l'enquête. Ils ont peur de ce qu'ils ont créé. Ce n'était pas une accusation directe, c'était un fait. Une autre inscription disait « La forêt change plus vite que le feu ». Parallèlement, des analyses microbiologiques ont confirmé que certains organismes expérimentaux restaient actifs sous terre, bien qu'affaiblis par l'incendie. Les experts ont averti que s'ils atteignaient certains cours d'eau, ils pourraient perturber les écosystèmes de manière imprévisible. Le risque environnemental n'appartenait plus au passé. Il était présent. Le parquet a officiellement élargi le champ de l'enquête. Outre la disparition et la possible détention illégale, il enquête désormais sur des infractions environnementales aggravées et la dissimulation de risques écologiques. Étienne Morel a été officiellement démis de ses fonctions de directeur d'Horizon Vert. Sa sœur, Claire, n'a fait aucun commentaire public. Mais l'élément décisif est apparu dans un détail presque invisible. Lors de fouilles plus approfondies dans la galerie, les techniciens ont découvert une zone scellée par du béton, plus récente que le reste de la structure. Elle ne figurait pas sur les anciens plans. La demande de permis semblait avoir été faite à la hâte, le deuxième niveau de la deuxième porte. Camille a été informée plusieurs heures plus tard. Il n'y a eu aucune diffusion, seulement une expertise technique documentée. En perçant le béton, un petit compartiment supplémentaire a été révélé. Pas assez grand pour un confinement humain prolongé, mais suffisant pour un stockage temporaire. À l'intérieur, on a trouvé des équipements de protection chimique mis au rebut et des cartons d'expédition vides portant des étiquettes d'une entreprise de logistique internationale. Date: semaine après la disparition officielle. Cela signifiait que le Teco ne restait pas là indéfiniment. Ils ont été transférés. L'enquête a recoupé des données logistiques. Un transporteur privé avait effectué un envoi scientifique confidentiel depuis la région, à destination non divulguée publiquement. Le destinataire final était un laboratoire partenaire lié au projet expérimental. Mais le laboratoire en question n'a jamais officiellement accueilli personne. La préparation au point culminant ne se limitait pas à la découverte physique. C'était au point de convergence des lignes d'enquête, inscription confirmant la connaissance et l'inscription active du Teco, test de confinement prolongé. Compartiment scellé indiquant un transfert ultérieur. Des documents logistiques suggérant un transport après la disparition. Persistance d'organismes expérimentaux encore actifs. L'affaire n'était plus locale. Elle devenait transnationale. Camille comprit que la révélation finale ne pouvait être fragmentée. Il lui fallait tout présenter de manière irréfutable, en coordination avec les autorités nationales et les représentants internationaux. Mais il y avait un risque. Aux premières heures du matin suivant la découverte du compartiment scellé, un petit incendie s'est déclaré dans un entrepôt municipal où étaient stockés des cartons logistiques saisis. Contrairement au premier incendie majeur, celui-ci a été rapidement maîtrisé, mais la tentative était claire. Quelqu'un essayait encore d'effacer ses traces. La pression publique s'intensifiait. Les réseaux sociaux avaient déjà surnommé l'affaire « le secret des Pyrénées ». Des parlementaires réclamaient des commissions indépendantes. Des organisations environnementales internationales appelaient à la transparence concernant les expériences génétiques en plein champ. Camille a reçu un autre message anonyme.
Contrairement au précédent, celui-ci ne contenait qu'un fichier audio. L'enregistrement était récent, une voix masculine tendue. Il n'aurait pas dû être déplacé. On prévoyait d'attendre la stabilisation de la situation. Mais la contamination a progressé. Il n'y avait pas d'autre solution. Sa voix ressemblait à celle d'un employé de niveau intermédiaire, et non à celle d'un dirigeant. Si les TECO ont été transférés en raison du risque de contamination incontrôlée, leur destination aurait pu être décidée en situation d'urgence, et non de manière délibérée. Cela n'a pas diminué la responsabilité. Mais la nature du point culminant qui approchait était en train de changer. La question finale commençait à se dessiner. Les TECO ont été retirés pour les faire taire, ou pour les isoler de quelque chose qui menaçait de s'échapper? Si l'organisme expérimental subissait une mutation imprévisible, cela pourrait constituer un danger non seulement environnemental, mais aussi biologique. Le parquet préparait une conférence de presse nationale. Camille y était invitée en tant qu'observatrice et non en tant que protagoniste. Elle a accepté. Son parcours atteignait un moment décisif, non pas en tant que simple transmettrice d'informations, mais en tant que partie prenante d'un processus institutionnel consolidé par des preuves qu'elle avait contribué à révéler. La forêt incendiée était désormais encerclée par des équipes scientifiques, la police fédérale et des observateurs internationaux. Le feu avait révélé une piste. La piste a révélé l'installation. L'installation révélait un confinement. Le confinement avait révélé le transfert. Il ne restait plus qu'à découvrir la destination finale. Et si ce qui a été créé dans ces montagnes représentait encore une menace? Le point culminant ne se résumerait pas à la simple révélation de la culpabilité. Ce serait une révélation de la vérité et de ses conséquences irréversibles. La conférence de presse nationale s'est tenue à Toulouse, sous l'égide du parquet et en présence d'observateurs internationaux. La salle était comble, des journalistes de différents pays, des représentants des peuples autochtones, des militants écologistes et des parlementaires étaient présents. Camille est restée au dernier rang. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, elle n'était plus à la tête du récit. Elle avait initié le mouvement, mais désormais, la responsabilité incombait à l'accusation et à la police scientifique. Le procureur général a commencé directement. La disparition des 4 autochtones TECO en 2019 n'était pas un accident. Un silence absolu régnait dans la pièce. Il a présenté le calendrier consolidé, tests génétiques expérimentaux menés en plein air, sans autorisation réglementaire appropriée. Fuite importante d'organismes synthétiques, quelques jours avant la disparition. Une confrontation a été enregistrée entre les habitants de TECO et la direction du projet. Confinement initial dans le tunnel ferroviaire, transfert ultérieur dans une galerie souterraine près de l'ancien lit de la rivière. Mais la révélation principale restait à venir. Des analyses microbiologiques détaillées ont montré que l'organisme expérimental n'accélérait pas seulement la croissance des plantes, mais qu'il modifiait également les schémas métaboliques du sol de manière instable, générant des sous-produits toxiques dans certaines conditions d'humidité. Lors de la seconde fuite, des concentrations dangereuses ont été détectées à l'intérieur de la galerie où étaient stockés les TECO. Les 4 hommes n'ont pas été exécutés, a déclaré le procureur. Ils ont été victimes d'une exposition progressive à des sous-produits toxiques libérés par un organisme génétiquement instable. Il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu d'agression physique directe. La décision a été prise de maintenir le confinement dans un environnement contaminé. Et cette décision fut fatale. L'analyse médico-légale a révélé des traces résiduelles compatibles avec une exposition prolongée, conservée dans du matériel abandonné et des échantillons biologiques prélevés dans la galerie. Les TECO sont morts des semaines après leur disparition officielle. Ce n'est pas un hasard dans la forêt, non pas par une exécution immédiate et délibérée, mais en raison d'une négligence consciente face à un risque connu. L'enregistrement audio fourni par Mathieu a conforté cette conclusion. Dans un extrait plus long, Étienne Morel a déclaré « Si nous évacuons maintenant, nous admettons avoir perdu le contrôle.
Nous devons d'abord contenir l'épidémie. Pour contenir l'organisme, non pas pour sauver les hommes. Le dénouement final, cependant, a réservé une surprise. Des investigations complémentaires ont révélé que, quelques jours après avoir constaté l'aggravation de la contamination dans la galerie, une partie de l'équipe technique a insisté pour que le TECO soit immédiatement retiré. Le transfert enregistré dans les boîtes logistiques ne concernait pas un autre laboratoire. Il s'agissait d'une tentative tardive de transport clandestin vers un hôpital. Mais les dossiers médicaux indiquaient qu'au moment de leur arrivée à cette destination intermédiaire improvisée, leur état était déjà critique et irréversible. La panique qui s'en est suivie a conduit à la dissimulation complète de l'affaire. Des incendies ont ensuite été déclenchés pour éliminer les structures contaminées et éviter toute enquête rétrospective. Étienne Morel n'a pas été inculpé d'homicide volontaire direct. Il a été inculpé d'homicide involontaire avec intention malveillante pour avoir maintenu la détention dans un environnement connu pour être dangereux et pour avoir privilégié la protection du projet au détriment des vies humaines. L'entreprise de biotechnologie a été tenue responsable d'avoir mené des tests sans protocole de confinement adéquat. Les activités de l'association Horizon Vert sont suspendues sine die. Mais le moment le plus intense n'était pas légal. C'est alors que le représentant international de TECO a lu publiquement l'une des inscriptions trouvées dans la galerie. « Si la forêt est blessée, elle réagira ». L'incendie qui a tout révélé est devenu, malgré lui, le symbole de cette phrase. Camille ressentit une transformation complète en elle-même. Elle a commencé l'enquête en recherchant des personnes disparues de manière inexpliquée. Il s'est retrouvé confronté à un système qui, selon lui, sauvait l'environnement tout en détruisant ses propres principes. Le méchant n'était pas une caricature du mal. C'était une conviction aveugle, associée à un pouvoir sans limite. L'histoire a fait le tour du monde, non seulement à cause de la tragédie, mais aussi à cause du paradoxe. Un projet créé pour protéger les forêts a fini par révéler la fragilité éthique de la science lorsqu'elle est dissociée de toute responsabilité. Dans les Pyrénées, des équipes scientifiques ont lancé un plan visant à contenir et à neutraliser les organismes restants. La zone a été classée zone environnementale sensible. L'incendie qui tentait d'effacer les traces a finalement mis en lumière le crime. Et la piste secrète, révélée par les cendres, devint une preuve irréfutable. Camille n'a pas fêté ça. Elle s'est rendue sur le site de la clairière d'origine, désormais sous surveillance fédérale. Elle a disposé 4 petites pierres en ligne sur la terre régénérée. Aucune transmission, pas de caméra. Sa transformation visible s'opérait dans un silence différent de celui du début. Ce n'était plus un silence empreint de doute. C'était un silence de compréhension. Le conflit central avait été résolu, mais ses conséquences se feraient sentir pendant des années. Des mois après la conférence de presse nationale, l'affaire TECO n'était plus seulement une procédure juridique, mais un tournant politique et scientifique. La zone expérimentale des Pyrénées a été officiellement transformée en zone de restauration environnementale, placée sous la surveillance d'un consortium international indépendant. Aucune organisation privée ne peut plus y mener d'essais sans un contrôle externe rigoureux. Le Parlement français a adopté une loi d'urgence imposant une transparence totale au projet de biotechnologie environnementale en plein champ. Les protocoles de confinement seront désormais contrôlés par des comités composés de scientifiques, d'experts juridiques et de représentants des peuples autochtones. La mort des 4 TECO a durablement modifié la manière dont la France, et plus tard d'autres pays européens, réglementaient les expériences écologiques. Étienne Morel attendait son procès. Son image publique était ruinée, mais le débat qui s'ensuivit était plus complexe qu'une simple condamnation morale. Des experts s'interrogeaient sur la mesure dans laquelle l'ambition scientifique, conjuguée à la pression des résultats rapides et à la recherche de financements compétitifs, pouvait fausser le jugement éthique. Claire Morel a collaboré avec les autorités,
fournissant des documents financiers qui révélaient de fortes pressions de la part des investisseurs pour obtenir des résultats concrets avant l'échéance fixée. Le projet ne se résumait pas à un simple idéalisme environnemental. Des contrats étaient liés à des objectifs précis. Horizon Vert a cessé d'exister en tant qu'organisation active. Son nom est devenu un cas d'école dans les universités. L'entreprise de biotechnologie était confrontée à des poursuites judiciaires de plusieurs millions de dollars et à une enquête internationale. Mais les conséquences les plus profondes ne se sont pas limitées aux tribunaux. Ils faisaient partie du récit global. L'histoire est devenue virale car elle réunissait des éléments presque paradoxaux. L'écologie, la science, le feu, le secret, les peuples autochtones et une piste révélée par les cendres. Camille a été invitée à donner des conférences, à participer à des documentaires et à assister à des débats internationaux. Elle a refusé beaucoup d'invitations et en a accepté quelques-unes. Je ne voulais pas transformer la tragédie en autopromotion. Sa transformation finale n'a pas été celle d'une célébrité du journalisme d'investigation, mais celle d'une gardienne de la mémoire. Elle est retournée dans la région à plusieurs reprises, désormais libérée des tensions policières. La forêt commençait à se régénérer. De jeunes pousses vertes émergeaient parmi les troncs noircis. La nature a répondu, comme l'avait écrit Teco. En partenariat avec des organisations autochtones, un mémorial discret a été créé près de la clairière d'origine. Pas une structure imposante, juste des plaques de pierre portant les noms des 4 hommes et la traduction de la phrase inscrite sur les plaques. Ils ont peur de ce qu'ils ont créé. Cette phrase est devenue le symbole non seulement de cette affaire, mais aussi d'un avertissement plus général. Une technologie sans éthique engendre des conséquences qu'aucun feu ne peut éteindre. Camille s'est rendu compte que son parcours ne se résumait pas à la résolution d'un crime. Il s'agissait de mettre à nu la fragilité humaine face au pouvoir lui-même. Au départ, elle cherchait des réponses concernant une disparition inexpliquée. Au final, cela a permis d'éviter que des erreurs similaires ne se reproduisent sans que personne ne s'en étonne. Le sentier secret, auparavant invisible sous une végétation dense, était désormais intégré à un itinéraire officiel de surveillance scientifique. Un rappel concret de ce qui s'est passé lorsque la surveillance a failli. Le monde a continué de tourner. De nouveaux articles ont fait la une. Mais le cas du Teco est resté un point de référence chaque fois qu'il était question d'expérimentation environnementale responsable. La forêt pyrénéenne continuait de se transformer, mais désormais sous surveillance, et pas seulement scientifique, morale. L'histoire s'est conclue par la mise en œuvre de la justice institutionnelle, l'application de changements structurels et la préservation de la mémoire. La disparition qui a commencé comme un simple mot oublié s'est transformée en un mouvement international pour la responsabilité éthique. Tout a commencé par un incendie qu'il a tenté de dissimuler, mais qu'il a fini par révéler. 4 ans après l'incendie, la forêt des Pyrénées ne portait plus seulement des cicatrices noires, elle était porteuse de vigilance et de mémoire. Des chercheurs ont analysé les sols. Des étudiants se sont rendus au mémorial discret. Le cas du peuple Teco est devenu une référence incontournable dans les cours d'éthique environnementale. Camille retourna une dernière fois sur le vieux sentier secret. Ce n'était plus un secret. Il s'avança vers la clairière régénérée et observa de jeunes pousses percer la terre. La forêt était toujours vivante, différente, plus observée, mais vivante. Et sous terre, invisible, demeuraient les traces de ce que le monde a appris trop tard pour remettre en question. Les histoires comme celle des Teco ne commencent pas par le feu, elles commencent par le silence. Si ce récit vous a amené à réfléchir sur la science, l'éthique et la responsabilité, partagez-le, parlez-en, discutez-en. Interrogez-vous sur les projets qui promettent de sauver le monde trop rapidement. La mémoire ne reste vivante que lorsqu'elle est transmise. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre avis. Pensez-vous que l'ambition scientifique puisse facilement franchir les limites éthiques?
Et si vous souhaitez suivre des reportages plus approfondis, des enquêtes plus poussées et des histoires percutantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car certaines vérités ne se révèlent que lorsqu'on décide de suivre la piste jusqu'au bout.